Bon, mais bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va parler de la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. Et on va continuer où on était rendu la dernière fois. On parlait de quoi la dernière fois? L'ère glaciaire. Je suis certain que vous en souvenez toutes, n'est-ce pas? Donc, on a parlé de la première ère glaciaire. Après ça, on a enchaîné sur la deuxième ère glaciaire. Donc, si les volcans de l'ère glaciaire s'étaient étalés sur des dizaines de milliers d'années ou plus, comme la théorie de l'évolution essaie d'essayer de comprendre comment ça s'est passé, les ères glaciaires, essaie de justifier les choses, chaque éruption volcanique aurait eu un effet insignifiant. Donc, il faut que ça soit regroupé sur une courte période de temps. Donc, ça aurait eu un effet insignifiant sur le refroidissement à long terme de la planète pour l'amener à une ère glaciaire. Cependant, si nous regroupons toutes les éruptions volcaniques sur quelques centaines d'années seulement, le volcanisme, donc, une éruption volcanique, ça peut faire en sorte que pendant 10 ans, tu vas avoir moins 3 degrés de moins ou 6 degrés de moins à un certain endroit avant que ça s'épanouisse, là, puis les composés organiques volatiles s'en aillent puis ils se dispersent. Et si tu en as plusieurs sur une courte période de temps, là, ça va rester dans cet état-là constamment et sur un ensemble global. Donc, cependant, si nous regroupons toutes les éruptions volcaniques sur quelques centaines d'années, le volcanisme fournit un puissant mécanisme de refroidissement pour établir l'ère glaciaire. Donc, la courte échelle de temps définie par le modèle biblique n'est pas une question secondaire, mais il s'agit de la clé pour résoudre ce qui est resté un mystère pour les pseudo-scientifiques évolutionnistes au cours du dernier siècle qui sont incapables de se mettre au diapason pour s'entendre sur les principes de l'ère glaciaire. Mais pour eux autres, sur plusieurs périodes d'années, il y en a eu plusieurs, mais nous, quand on regarde ce que la Bible nous donne comme dans l'ensemble, il y en aurait eu probablement que 2 ères glaciaires depuis le déluge, et causées aussi sont des conséquences du déluge. Maintenant, la migration des animaux. Comment que les animaux se sont ramassés partout sur le globe s'ils sont partis de l'arche de Noé? Ouais, on laisse rien au hasard ici. Comment les animaux ont-ils migré? Selon la Bible, les seuls animaux terrestres respirant par les narines ayant survécu au déluge de la Genèse étaient ceux qui se trouvaient à bord de l'arche de Noé, n'est-ce pas? Cela signifie que tous les vertébrés terrestres vivant aujourd'hui sur Terre descendent des descendants des voyageurs de l'arche. Il faut que ce soit ça la conclusion. Donc, est-ce que c'est possible que tous ces animaux-là soient répandus sur le globe aujourd'hui? On va regarder ça. De plus, ceux-ci ont dû migrer vers leurs habitats actuels depuis le lieu où l'arche s'est finalement immobilisée, c'est-à-dire quelque part dans les montagnes du mont Ararat au Moyen-Orient. C'est le mont Ararat qu'on voit là. Diverses théories ont été avancées pour expliquer ce phénomène, dont certaines semblent tout à fait plausibles. Donc, on est dans de la théorie créationniste. L'immigration terrestre. Donc, la migration par des ponts terrestres est une des explications possibles. Donc, parlons de ça, l'immigration terrestre. On voit ici qu'il y a un pont, lorsque ça gèle, ici, il y a un pont qui se fait entre la Russie puis l'Alaska aux États-Unis. Après ça, c'est le Canada ici. En fait, juste ici, tu as 2 petites îles qui sont une en face de l'autre. Une appartient à la Russie, une appartient aux États-Unis, puis tu as directement la ligne qui passe comme la frontière entre les deux îles. Ici, puis quand ça gèle, tu peux marcher de là, aller sur une île, marcher de l'autre île à l'autre île, puis marcher jusque-là. OK, dans des fois extrêmes. Puis ce qui se passe aussi à cet endroit-là, c'est d'une île à l'autre, tu as une journée de décalage, mais tu as à peu près 1h30 de marche. Donc, là-bas, tu es le 24, l'autre, tu es le 25, et tu as 1h30 de marche de différence parce que ça passe directement entre les deux îles, le fameux méridien qui sépare l'endroit. Donc, on voit des ponts qui peuvent se former, des ponts de glace qui peuvent se former entre les continents ici avec le Madagascar et l'Afrique. Ici, entre toute la partie de l'Asie jusqu'à l'Australie et de l'Australie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez ça? Excellent. Suite à la deuxième ère glaciaire due au catastrophisme du déluge de Noé, cette période glaciaire aurait pu faire descendre le niveau des océans jusqu'à 400 pieds sous le niveau actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? De nos jours, si le niveau des océans devait descendre que de 200 pieds seulement,
tous les continents, incluant l'Australie, seraient interreliés par des ponts, non de glace, mais des ponts terrestres. Donc, encore une fois, on voit ici qu'on pourrait marcher jusque-là, on pourrait marcher jusque-là, on pourrait marcher toute cette région-là jusque-là, on pourrait marcher de là à là, ainsi de suite. Ainsi donc, on voit les fonds marins là, ici là, qui sont moins crus. Ainsi donc, les animaux auraient simplement pu marcher d'un endroit à l'autre et éventuellement, selon leurs espèces, rester coincés sur leurs continents respectifs après la crue des eaux. Donc, l'eau monte, là, on est pogné ces îles. Donc, on est pogné en Australie, on est pogné de tel côté, etc., etc. Donc, question ici. Si les animaux avaient voyagé sur de si longues distances, du Mont Ararat jusqu'en Australie, etc., pour quelle raison ne retrouvons-nous pas les preuves de leur déplacement dans des fossiles? Ah, ben c'est une bonne question. Je pense qu'on a une réponse à ça. La réponse est car la fossilisation ne procède pas de la présence massive d'animaux, d'insectes, ou que ce soit, ou les plantes, mais par un ensevelissement dans des matières boueuses. C'est de même qu'on crée des fossiles. C'est pas parce qu'il y a un ossement ou un animal qui meurt dans le désert que ça va créer un fossile. Il faut que ça soit enfermé dans de la boue, compacté, puis là, quand on va déterrer, là, on va trouver un fossile. Donc, il faut que ce soit dans une matière boueuse telle que la catastrophe du déluge a pu fournir lors de l'époque de Noé. C'est pourquoi on a des fossiles de dinosaures, ces trucs-là, des choses qui ont été fossilisées. C'est la catastrophe du déluge qui a permis les ensevelissements dans la boue. À titre d'exemple, les faits historiques nous révèlent qu'il y avait jadis une population de lions en Israël. Mais malgré le nombre de fouilles archéologiques qui se fait dans cette région, et c'est énorme, tu peux pas rien faire en Israël sans faire une fouille électrique. Tu peux pas bâtir quoi que ce soit sans faire une fouille. Donc, malgré les fouilles archéologiques qui se font dans cette région de façon constante, aucun fossile de lion n'a jamais été découvert dans cette région, aucun ossement de lion, etc. Le mieux que tu pourrais trouver, c'est peut-être une dent, grosso modo. Il y en a de même pour des millions de bisons qui ont foulé le sol en Amérique. Leurs carcasses et leurs os ont jonché l'Amérique, mais pourtant, la détérioration naturelle liée à l'aide de la biodiversité n'a laissé pratiquement aucune trace des ancêtres des bisons qui parcourent encore le sol nord-américain, de l'Amérique du Nord. Maintenant, le transport par humain, donc le transport par des ponts naturels, le transport terrestre, le transport par humain, comment que les animaux ont pu se rendre chacun dans leur coin de pays. Il est fort probable que les êtres humains, post-diluviens, auraient eux-mêmes migré vers les autres continents. Ils auraient ainsi pu apporter avec eux certains des animaux tels que ceux que nous pouvons observer aujourd'hui dans leurs régions respectives. À titre d'exemple, le lapin est une espèce qui fut importée par les marins en Australie. Celui-ci s'est répandu à la grandeur du continent et ça à une vitesse vertigineuse à la grandeur de l'Australie. Là, il est poigné sur son île. Cela signifie-t-il qu'un seul lapin devait être capable de traverser toute l'Australie? Mettons, ils sont arrivés à un port à un moment donné, ils ont débarqué là. Fait que ça veut dire, vu qu'il y a des lapins à la grandeur de l'Australie, ça veut dire que le petit lapin qui a commencé à un port, il a fallu qu'il traverse toute l'Australie pour que ça rentre. Non, c'est ridicule. Bien sûr que non. On demande parfois, avec moquerie, aux spécialistes de la création, le kangourou a-t-il sauté jusqu'en Australie? L'exemple du lapin montre que cette question est absurde. Les populations animales, dans une migration terrestre, auraient eu besoin de plusieurs siècles pour migrer, et ce, sur plusieurs générations. Pas un problème. Il y en a un qui meurt là, l'autre continue là-bas, puis là, il meurt là, puis l'autre continue là-bas, puis éventuellement, ça se rend à bon port. La migration par le rafting maintenant. Donc, une autre façon que les animaux, après le déluge, lors de la sortie de l'arche, se sont rendus chacun dans leur région respective. Une autre explication qui gagne de plus en plus de soutien, et ce même par des évolutionnistes, est l'hypothèse du rafting. Il est intéressant de noter que le potentiel de dispersion de plantes et d'animaux sur de vastes étendues d'eau par des radeaux naturels est admis depuis de nombreuses années, même par les évolutionnistes. Donc, ça fait partie des choses qui font du sens. Donc, on voit là, ce singe-là, comment il s'est rendu là, puis ça s'est rendu là, puis comment de là à là, comment ça que tu as le même singe en Afrique versus, donc, probablement le rafting. Le professeur Paul Moody de l'Université du Vermont a soutenu
En période de crue, d'importantes masses de terre et de végétation dense, y compris des arbres, peuvent être arrachés des berges, des rivières et être emportés par la mer. On les rencontre parfois flottant dans les océans, hors de vue des terres encore luxuriantes et verdoyantes. Donc, c'est comme des îles de terre qui flottent avec des palmiers de 7 à 10 mètres de haut. Donc, il y a probablement de la biodiversité sur ces petites îles-là qui flottent. Il est tout à fait probable que des animaux terrestres puissent être transportés sur de longues distances de cette manière. De nombreux courants océaniques tropicaux ont une vitesse d'au moins 2 nœuds. Cela représente 80 km par jour, soit 1600 km en 3 semaines. Plus récemment, l'hypothèse du rafting a été avancée par les évolutionnistes pour expliquer la présence du couscous ours, donc l'Ailurops ursinus, et du couscous nain, Strigocouscus celembensis, sur l'île de Sulawesi, ainsi que celle des lémuriens de l'île du Madagascar. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait vu la dernière fois, là, une fois, des petits canards en plastique qui avaient tombé d'un bateau à un moment donné, puis s'en étaient répandus partout dans le monde, les petits canards en plastique, les petits canards qu'on met dans les bains, pour les enfants. En 1995, des pêcheurs ont assisté à la colonisation de l'île d'Anguilla aux Antilles, par des iguanes. Ceux-ci se sont échoués sur l'une des plages orientales de l'île après avoir flotté sur un tapis de rondins et d'arbres déracinés quelques semaines après le passage de 2 ouragans sur l'île des Petites Antilles. Les scientifiques pensaient que les iguanes avaient parcouru 320 km depuis la Guadeloupe. Et that's all, folks. Dieu voulant, à la semaine prochaine.